J'ai donné 4000 € au mois à mes parents pendant 15 ans. J'ai entendu ma mère, elle nous doit ça, on la nourrit. Un seul coup de fil. Le nouvel an leur a révélé à quel point j'étais réellement ruiné. Je m'appelle Sandrine. J'ai 38 ans. Et à Noël dernier, j'ai appris que les gens pour qui j'avais tout sacrifié mentaient à mon sujet depuis 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai envoyé à mes parents 2000 € chaque mois, soit un total de 360 000 €. Je n'ai jamais manqué un seul virement. La veille de Noël dernier, j'ai surpris ma mère dire à ma tante, Sandrine, elle ne nous a jamais envoyé un centime. Elle nous est redevable. On l'a nourrie pendant 18 ans. Dieu merci, nous avons Maxime. Maxime, mon jeune frère. Celui pour qui ils ont payé tous les frais de scolarité en école de commerce tout en me disant qu'ils ne pouvaient en payer qu'un seul et que c'était lui le garçon. Celui qui n'a pas gardé un emploi depuis 3 ans. Celui qui récoltait les lauriers pour chaque euro que j'envoyais. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas confronté. J'ai sorti mon téléphone et passé un seul appel. Au réveillon du Nouvel An, 30 de mes proches ont appris exactement qui soutenait réellement mes parents depuis le début. Et mes parents, ils ont appris ce qui arrive quand on efface la mauvaise fille. Maintenant, laissez-moi vous ramener 15 ans en arrière, le jour où j'ai effectué mon tout premier virement. J'avais 23 ans quand j'ai reçu ma première vraie paie. Je sortais tout juste de l'université. 60 000 € de prêts étudiants au-dessus de la tête comme un nuage d'orage. 3 petits boulots à temps partiel pendant mes études juste pour garder l'électricité allumée. Aucune aide de mes parents. Pas un seul centime. Je me souviens encore de la conversation 5 ans avant cette paie. J'avais 18 ans, assise à notre table de cuisine, lettre d'admission d'une grande université parisienne entre les mains, pleine d'espoir, pleine de rêves. Papa, les frais de scolarité sont de 12 000 € par an. J'ai une bourse partielle, mais j'ai encore besoin d'eux. Il ne m'a même pas laissé finir. Sandrine, on ne peut en payer qu'un. Maxime en a plus besoin. C'est le garçon. Il aura une famille à soutenir un jour. Maman a hoché la tête à côté de lui. Tu trouveras un moyen, chérie. Les filles trouvent toujours un moyen. Alors, je l'ai fait. J'ai trouvé un moyen. Prêts étudiants, serveuse, cours particuliers, garde de nuit dans une station-service. Je me suis battu pendant 4 ans d'études tandis que Maxime avait tout payé. Quand j'ai décroché ce premier emploi, analyste junior dans un cabinet financier à Paris, j'aurais dû faire la fête. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai envoyé 500 € à mes parents. Maman a appelé ce soir-là. Seulement 500 ? Sa voix dégoulinait de déception. Maxime a du mal avec ses découvertes bancaires. Il aurait bien besoin d'aide. J'ai augmenté à 1000 € le mois suivant, puis 2000 € quand j'ai été promu. J'ai continué à attendre un merci, une simple reconnaissance, quelque chose. Ce n'est jamais venu. Mais j'ai continué à envoyer mois après mois, année après année, parce que c'est ce que font les bonnes filles, n'est-ce pas? C'est ce que je me disais. 360 000 €. C'est ce que 15 ans de silence m'ont coûté. Le favoritisme n'a pas commencé quand j'avais 18 ans. Il a commencé avant même que je sache épeler le mot. J'avais 10 ans quand j'ai eu besoin de 12 € pour un projet scolaire, des livres sur le système solaire. Rien d'extravagant. Va juste à la bibliothèque, a dit papa sans lever les yeux de son journal. Cette même semaine, Maxime a eu une Nintendo toute neuve, 200 €, sans poser de questions. À 16 ans, j'ai gagné un prix académique. La cérémonie était un samedi après-midi. J'ai repassé ma meilleure robe la veille. J'ai répété mon discours devant le miroir. Mes parents ne sont pas venus. Maxime a un match de foot, a expliqué maman au téléphone. Tu comprends, n'est-ce pas, ma chérie? Je comprenais parfaitement. À 18 ans, j'ai entendu papa parler à l'oncle Bernard lors d'un repas de famille. Pourquoi investir dans l'éducation d'une fille? Papa a ri en faisant tourner sa bière. Elle va juste se marier et faire des bébés, ce sera le problème de quelqu'un d'autre. La table a ri avec lui. J'étais assise dans le coin, invisible. Maintenant à 38 ans, j'ai fait le calcul. Une nuit d'insomnie, 2000 €, 12 mois, 15 ans. J'ai attrapé une calculatrice même si je n'en avais pas besoin.
Le nombre brûlait dans mon esprit comme une marque au fer rouge. 360 000 €. C'est plus que le prix de la plupart des maisons en province, plus que ce qu'ils m'ont refusé pour l'université, multiplié par 30, plus que ce que Maxime avait gagné dans toute sa vie d'adulte combinée. Le savait-il? Se sont-ils déjà assis pour additionner? Ont-ils pensé une seule fois d'où venait cet argent? J'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube, une nouvelle question se formant dans mon esprit, une question plus sombre. Que racontait-il exactement aux gens à mon sujet? J'allais bientôt le découvrir. C'était lors du grand repas de famille de la Toussaint l'année dernière. Je suis arrivé en retard à cause d'une date butoir au travail. La maison était chaude et bruyante. Odeur de rôti, rire, le chaos habituel de 30 parents entassés dans le salon de mes parents. Je me suis glissé par la porte latérale, espérant éviter les histoires. C'est là que je l'ai entendu. La voix de tante Renée, claire comme de l'eau de roche. Maxime, tu es un si bon fils, d'envoyer de l'argent à tes parents tous les mois comme ça. Je me suis figé dans le couloir. La réponse de Maxime m'a glacé le sang. La famille passe avant tout, tante Renée. Il a souri, ce sourire paresseux qui était le sien. C'est le moins que je puisse faire. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. J'avais sûrement mal entendu. Puis maman est intervenue assez fort pour que tout le monde entende. Sandrine est toujours tellement occupée avec son gros boulot à Paris. Elle a soupiré dramatiquement. Elle n'a jamais de temps pour nous. Elle n'aide jamais. Dieu merci, nous avons Maxime. Des murmures compatissants ont parcouru la pièce. C'est tellement triste, a dit quelqu'un. Certains enfants oublient juste d'où ils viennent, a ajouté un autre. Je suis resté figé, les sacs de courses me sciant les paumes. 15 ans de virements bancaires hurlaient dans ma tête. Daniel m'a trouvé là 10 minutes plus tard, toujours figée, toujours silencieuse. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a tiré dehors. J'ai entendu, a-t-il chuchoté. Sandrine, je soupçonnais cela depuis un moment. Qu'est-ce que tu veux dire? La façon dont ta famille te regarde, les commentaires, ça ne collait pas. Il m'a tenu les mains. Nous avons besoin de preuves, de documentation, de tout. Je voulais retourner à l'intérieur en trombe, renverser la table, hurler la vérité. Mais Daniel avait raison. Les mots pouvaient être niés. Les émotions pouvaient être déformées. Les chiffres, eux, les chiffres ne mentent pas. Pas maintenant, a dit Daniel. Mais bientôt. Je ne savais pas que bientôt arriverait la veille de Noël. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, ni la suivante, ni celle d'après. Daniel m'a trouvé à 3 heures du matin assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une liste? Mon stylo grattait contre le papier. Tout ce que je perds en restant silencieuse. Il s'est assis en face de moi. Il a attendu. 24 000 € par an. J'ai tapoté la première ligne. C'est ce que je leur envoie. Nous aurions pu acheter une plus grande maison, commencer une épargne-études pour des enfants que nous n'avons même pas encore. Quoi d'autre? Ma réputation. Le mot avait un goût amer. 30 membres de la famille pensent que je suis la fille ingrate qui a abandonné ses parents. Pendant ce temps, Maxime, qui n'a pas gardé un emploi depuis 3 ans, est le héros de la famille. Aniel a pris ma main. Et voici le pire. Ma voix s'est brisée. Je me perds moi-même. À chaque fête, je m'assois dans ce coin et j'ai l'impression d'avoir à nouveau 18 ans. Invisible. Sans valeur. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je me posais cette question depuis des jours. Je pourrais les confronter, mais c'est ma parole contre la leur. Ton expert comptable a des dossiers. J'ai levé les yeux. Quoi? Marguerite, elle fait tes impôts depuis des années. Elle a documenté chaque virement. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Une petite flamme d'espoir. Si je fais ça, je les perds. Mes parents, pour de bon. Les yeux de Daniel étaient stables. Certains. Sandrine, tu les as perdus il y a des années. Tu ne l'as juste pas encore accepté. Ces mots ont frappé comme un coup physique parce qu'ils étaient vrais. Je pleurais des parents que je n'avais jamais vraiment eus. Je chassais une approbation qui ne viendrait jamais.
Je payais pour un amour qui n'était jamais à vendre. Je vais attendre, ai-je finalement dit. Encore une chance. Encore un signe. Noël était dans 2 semaines. Je ne savais pas que le signe viendrait si clairement. La veille de Noël. La maison de mes parents brillait de guirlandes lumineuses et d'une fausse chaleur. Daniel m'a serré la main dans la voiture. Tu es sûr de toi? Non. J'ai attrapé la bouteille de vin que j'avais apportée. Mais j'ai besoin de savoir si la Toussaint était un accident. Peut-être que j'ai mal entendu. Je n'avais pas mal entendu. Au fond, je le savais. Mais l'espoir est une chose tenace. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper. Oh. L'étreinte de maman a duré exactement 1 seconde. Vous avez réussi à venir. Pas de « je suis si contente que tu sois là ». Pas de « joyeux Noël, ma chérie », juste vous avez réussi à venir comme si j'étais une pensée après coup. Le salon débordait de parents, tantes, oncles, cousins, leurs enfants. Le sapin scintillait. Maria Carré passait sur l'enceinte, et là, au centre de tout cela, trônait Maxime. Papa lui a tendu un verre de whisky. Maxime, raconte à tout le monde ta nouvelle entreprise. Eh bien, Maxime s'est penché en arrière, se prélassant dans l'attention. Je regarde quelques opportunités d'investissement. De l'immobilier surtout. J'attends juste le bon moment. Traduction, il était au chômage et vivait au crochet de nos parents. Sur mon argent. Tante Renée a croisé mon regard et m'a fait signe. Sandrine, comment va le travail? Ta mère dit que tu es toujours si occupée. Ça va, tante Renée. Je me suis forcé à sourire. Occupée? Oui. C'est dommage. Elle m'a tapoté le bras. La famille devrait passer avant tout, tu sais. J'avais envie de hurler. Au lieu de cela, je me suis excusé pour aller chercher de l'eau. La cuisine était calme, une brève évasion. Je me suis versé un verre, les mains tremblant légèrement. C'est là que j'ai entendu des voix venant de la buanderie. Maman et tante Chantal. Je n'aurais pas dû écouter, mais quelque chose, l'instinct, le destin, 15 ans de doute, m'a fait rester. Ce que j'ai entendu ensuite a tout changé. Je suis resté figé près du réfrigérateur. La porte de la buanderie était entr'ouverte juste assez. La voix de tante Chantal. Diane, je ne comprends pas. Sandrine est analyste financière, non? Elle doit bien gagner sa vie. Pourquoi ne vous aide-t-elle pas? Mon cœur s'est arrêté. Le rire de maman était tranchant, dédaigneux. Elle? S'il te plaît, Chantal. Elle ne nous a jamais envoyé un centime. Le verre dans ma main a tremblé. Vraiment? Tante Chantal semblait surprise. Mais elle semble si bien réussir. Tout ça, c'est de la frime. La voix de maman dégoulinait de mépris. Tu sais comment elle est. Toujours à prendre de grands airs. Trop bien pour sa propre famille. On l'a élevée pendant 18 ans, nourrie, habillée, et elle nous est redevable. Mais est-ce qu'elle s'en soucie? Non. J'ai pressé mon dos contre le comptoir, essayé de respirer. C'est terrible. Dieu merci pour Maxime. Maman a soupiré. C'est lui qui prend soin de nous chaque mois sans faute. Il comprend ce que signifie la famille. Maxime a toujours été le plus gentil. Exactement. Sandrine est juste. Eh bien, tu sais, égoïste. Le mot m'a traversé de part en part. Égoïste. 360 000 €. 180 mois de virements automatiques. Sans jamais en manquer un seul. Pas quand j'étais malade. Pas quand j'ai perdu des clients. Pas quand Daniel et moi économisions pour notre mariage. Égoïste. J'ai posé mon verre doucement, soigneusement, pour qu'il ne se brise pas parce que je voulais me briser. Je voulais entrer là-dedans et hurler la vérité jusqu'à ce que ma gorge saigne. Mais quelque chose m'a arrêté. La voix de Daniel dans ma tête. Nous avons besoin de preuves. J'ai sorti mon téléphone, trouvé un contact que je n'avais pas appelé depuis des mois. Mon doigt a plané sur le nom. Marguerite Chevalier, expert comptable. J'ai appuyé sur appel. L'air froid de décembre a frappé mon visage alors que je sortais sur la terrasse arrière.
Le téléphone sonnait déjà. Sandrine? La voix de Marguerite était chaleureuse mais confuse. C'est la veille de Noël. Je sais. Je suis désolé. Est-ce que tout va bien? J'ai fermé les yeux, pris une inspiration. J'ai besoin de la documentation de chaque virement que j'ai fait à mes parents. Les 15 années complètes. Silence au bout du fil. Ça fait beaucoup de dossiers. Je sais. Puis-je demander pourquoi? J'ai regardé mon souffle faire de la buée dans l'air hivernal. À l'intérieur, je pouvais entendre les rires, la musique de Noël, les sons d'une famille qui mentait sur moi depuis des années. Ils racontent aux gens que je ne les ai jamais aidés. Ma voix était stable, plus calme que je ne me sentais. Ils attribuent tout le mérite à mon frère. J'ai besoin de preuves, Marguerite. Des dossiers officiels. Une autre pause. Je peux sortir des relevés bancaires certifiés remontant à 15 ans. Je les aurai prêts d'ici la fin de la semaine. J'en ai besoin avant le nouvel an. C'est. Elle s'est arrêtée. D'accord, je vais m'arranger. Tu veux tout certifier? Tout? Je veux que ce soit si officiel que personne ne puisse le remettre en question. Sandrine. Sa voix s'est adoucie. C'est une somme importante. Réalises-tu? 360 000 euros? Je l'ai coupé. Je sais exactement ce que c'est, et bientôt tout le monde le saura aussi. Nous avons raccroché. Je suis resté là un moment de plus, regardant mon souffle disparaître dans l'obscurité. La porte s'est ouverte derrière moi. Sandrine. La voix de maman, douce comme le sucre. Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre. Il gèle. Je me suis tourné pour lui faire face, la femme qui venait de me traiter d'égoïste devant ma tante. Juste un appel professionnel, maman. Elle a secoué la tête. Toujours à travailler. C'est ça ton problème. J'ai souri et je l'ai suivi à l'intérieur. Pas pour longtemps. Le 26 décembre, le lendemain de Noël. Daniel était retourné travailler. J'étais assise seule dans notre appartement à fixer mon téléphone. Un appel fait, un autre a passé. J'ai trouvé le numéro de maître Thomas Richard, mon notaire. Nous nous étions rencontrés il y a 2 ans quand Daniel et moi avions finalement pris le temps de faire nos testaments. À l'époque, j'avais inscrit mes parents comme bénéficiaires secondaires juste au cas où. Étude de maître Richard. En quoi puis-je vous aider? Thomas, c'est Sandrine Martin. Sandrine, joyeuse fête. Que puis-je faire pour vous? Je n'ai pas perdu de temps en politesse. J'ai besoin de faire des changements dans mes documents de succession, mon testament et mes bénéficiaires d'assurance vie. Une brève pause. Quel genre de changement? Je veux retirer mes parents de tout. Des papiers ont été remués de son côté. Je l'imaginais sortir mon dossier. Actuellement, votre mari Daniel est le bénéficiaire principal. Vos parents, Hervé et Diane Martin, sont secondaires. Vous voulez les retirer entièrement? Oui. Remplacez les parts. J'ai réfléchi un instant. Une association caritative pour l'éducation des enfants issus de familles à faible revenu. L'ironie ne m'échappait pas. L'argent qui aurait pu aller aux parents qui m'avaient refusé une éducation irait maintenant aider des enfants comme je l'avais été. C'est un changement significatif, Sandrine. Êtes-vous sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Je peux avoir les documents prêts pour le 2 janvier. Vous devrez venir signer. Parfait. Si cela ne vous dérange pas que je demande. C'est une affaire de famille, Thomas. Ma voix était ferme mais polie. En restons là. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le calme de mon appartement. 2 appels, 2 chaînes brisées. Maintenant, tout ce dont j'avais besoin, c'était la documentation de Marguerite et un moment pour faire voir la vérité à tout le monde. Le réveillon du Nouvel An était dans 6 jours. Le 30 décembre, 2 jours avant la fête. Mon email a sonné à 19h47. De Marguerite Chevalier, expert comptable. Objet, dossier de documentation. Pièce jointe confidentielle, Martin virement 2011-2025 certifié.pdf. Mon doigt tremblait sur le pavé tactile. J'ai cliqué. Le PDF s'est chargé lentement.
Page après page après page. 47 pages au total. Chaque virement unique listé chronologiquement. Date, montant, numéro de confirmation bancaire, mon compte, leur compte. Mars 2011, 500 €. Avril 2011, 1000 €. Mai 2011, 1000 €. Janvier 2024, 2000 €. Février 2024, 2000 €. Tout le long jusqu'à décembre 2025. Au bas de la dernière page en gras, total des virements, 360 000 €, certifié par Marguerite Chevalier, expert comptable, acte notarié, 29 décembre 2025. Daniel est rentré pour me trouver devant l'imprimante. Est-ce que c'est 47 pages? J'ai regardé chaque feuille sortir, chaude et réelle. 15 ans, chaque euro. Il a ramassé la première page, l'a lue, l'a reposée. Sandrine, je sais que c'est. Il a passé sa main dans ses cheveux. C'est une maison. C'est 2 enfants à l'université. C'est tout ce que j'aurais pu avoir. J'ai rassemblé les pages en une pile soignée. Tout ce qu'ils ont dit que je n'ai jamais donné. J'ai ouvert ma mallette en cuir, celle que j'utilisais pour les réunions clients importantes, et j'ai glissé les documents à l'intérieur. Mon téléphone a vibré. Un email de Thomas Richard. Document de succession finalisé, prêt pour signature le 2 janvier. Une pièce de plus du puzzle. Daniel m'a regardé fermer la mallette avec un clic doux. Tu vas vraiment le faire. Ils ont dit à tout le monde que je ne les ai jamais aidés. Daniel, ils ont dit à tout le monde que Maxime était leur sauveur. J'ai croisé son regard. Ils organisent une fête pour le réveillon du Nouvel An. 30 membres de la famille. Et je vais leur donner à tous de quoi parler. Je te conduis. Non. J'ai secoué la tête. J'ai besoin de faire ça seul. 31 décembre, 20 h. Daniel a laissé tourner le moteur de la voiture devant la maison de mes parents. Chaque fenêtre brillait de lumière. La musique résonnait de l'intérieur. Au moins 30 voitures bordaient la rue. Je peux attendre, a proposé Daniel. Juste au cas où. Donne-moi 2 heures. J'ai attrapé la mallette en cuir sur le siège arrière. Si je ne suis pas sorti à 22 h, viens me chercher. Sandrine. Il m'a attrapé la main. Quoi qu'il arrive là-dedans, je suis fier de toi. Je l'ai embrassé sur la joue. Puis je suis sorti dans le froid. La porte était déverrouillée. Je suis entré. Le salon m'a frappé comme une vague. Bruit. Chaleur. Décor partout. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Des tantes et des oncles buvant du champagne. Des enfants courant entre les jambes. Et ma mère tenant court près de la cheminée. Elle m'a repéré. Son sourire a vacillé. Là, puis disparu. Sandrine, tu es venue. Elle n'a pas bougé pour m'embrasser. C'est quoi ce sac? Tu travailles ce soir? Juste quelques documents? J'ai gardé ma voix légère. Quelque chose dont je dois m'occuper. Ses yeux se sont plissés légèrement. Suspicieux, mais les invités regardaient, alors elle a joué le jeu. Eh bien, pose-le quelque part. C'est une fête. J'ai posé la mallette à mes pieds. Je ne l'ai pas quittée des yeux. De l'autre côté de la pièce, papa était au milieu d'une histoire, un cercle de parents suspendus à ses lèvres. Et vous savez à quel point ça a été dur depuis que je suis à la retraite. Revenu fixe, facture médicale, mais Maxime a été incroyable. Il a tapé sur l'épaule de mon frère. On n'aurait pas pu le faire sans lui. Maxime rayonnait. Rayonnait vraiment. J'ai trouvé une chaise vide dans le coin. Je me suis assise, j'ai observé. Tante Renée s'est approchée. Sandrine, chérie, tu as l'air fatiguée. Tout va bien? J'attends juste le bon moment. Tante Renée. Elle m'a lancé un regard perplexe mais a continué son chemin. L'horloge au mur indiquait 20 h 15. Moins de 4 heures avant minuit. Je pouvais attendre. 21 h 30. La fête battait son plein. Je n'avais pas bougé de mon coin. Observant, écoutant. La mallette était assise à mes pieds comme un prédateur patient. Tante Chantal a fait teinter son verre avec une fourchette.
La pièce s'est tue. Hervé. Diane. L'heure du discours. Papa s'est levé, la poitrine gonflée d'une fausse modestie. Eh bien, puisque vous insistez. Il a levé son champagne. Ça a été une année difficile, les amis. Vous connaissez tous nos luttes, mais nous sommes bénis d'avoir une famille qui se soucie vraiment de nous. Il a regardé Maxime avec insistance. Notre fils a été notre roc. Chaque mois, il nous aide à joindre les deux bouts. Voilà à quoi ressemble une vraie famille. Murmure d'approbation, verre levé. Puis quelqu'un, la cousine Béatrice je crois, a fait un geste vers moi. Et Sandrine? Elle réussit si bien. La pièce s'est tournée. 30 paires d'yeux attendant. Maman a sauté sur l'occasion avant que je puisse respirer. Sandrine. Elle a ri, mais ça n'atteignait pas ses yeux. Oh, chérie. Elle est très occupée. Emploi important à Paris. Elle n'a plus beaucoup de temps pour la famille. C'est dommage, a dit l'oncle Bernard. Maman n'avait pas fini. Parfois je me demande. Elle a tamponné ses yeux. On l'a élevée pendant 18 ans, nourrie, habillée, on lui a tout donné, et maintenant. Elle a laissé sa phrase en suspens avec un reniflement théâtral. Elle n'appelle même pas, a ajouté papa. Et encore moins pour aider. La sympathie dans la pièce était palpable. Pauvre Hervé. Pauvre Diane. Des parents si dévoués. Une fille si ingrate. J'ai regardé Maxime. Il étudiait ses chaussures, ne me défendant pas, ne corrigeant pas le mensonge, juste silencieux. Mes mains ont serré la poignée de la mallette. Tante Renée a pris la parole, me regardant directement. Sandrine, je ne comprends pas. Tu es analyste financière. Tu gagnes bien ta vie. Pourquoi n'aides-tu pas tes parents? Chaque œil dans la pièce s'est fixé sur moi. C'était le moment. Je me suis levé lentement. Merci de poser la question, tante Renée. La pièce est devenue silencieuse. J'ai soulevé la mallette sur la table basse. La serrure a cliqué ouvertement, un bruit impossiblement fort dans le calme. Qu'est-ce que tu fais? La voix de maman était tranchante. Un avertissement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste retiré la pile de papier. 47 pages. Certifié. Notarié. Je pense qu'il est temps que tout le monde voie ça. J'ai posé les documents sur la table où tout le monde pouvait voir. La première page était clairement visible. Relevé de virement bancaire. Sandrine Martin vers Hervé et Diane Martin. C'est quoi ce bordel? Papa s'est avancé. Ceci est un dossier complet de chaque virement que je vous ai fait à toi et maman. Ma voix était stable, calme. Commençant en mars 2011 et finissant le mois dernier. Tante Renée était la plus proche. Elle a ramassé la première page. 2000 €? Ses yeux se sont écarquillés. Tu envoyais 2000 € tous les mois. J'ai hoché la tête. Pendant 15 ans. Les pages ont commencé à circuler. De cousin à cousin, de tante à oncle. J'ai regardé leurs visages changer. Confusion, incrédulité, calculs mentaux. Attends. L'oncle Bernard a tourné vers la dernière page. Le total ici indique 360 000 €. Des halètements ont parcouru la pièce. Ça ne peut pas être vrai, a soufflé tante Chantal. C'est certifié. J'ai pointé la signature de Marguerite. Par mon expert comptable. Acte notarié, dossiers bancaires officiels. La pièce a éclaté en chuchotement. Les papiers bruissaient alors que tout le monde essayait de voir. Le visage de maman était devenu blanc. Le verre de champagne de papa tremblait dans sa main. Maxime n'avait pas bougé, figé comme un cerf dans les phares. Sandrine. La voix de papa s'est brisée. C'est une affaire de famille privée. Tu l'as rendue publique. Je l'ai coupée. Calme mais ferme. Tu viens de dire à tout le monde que Maxime vous soutient. Que je n'aide jamais, que j'ai abandonné ma famille. J'ai fait un geste vers les papiers. Alors laissons tout le monde voir la vérité. L'horloge indiquait 21h47. Le compte à rebours jusqu'à minuit avait une toute nouvelle signification. Maintenant,
je dois faire une pause ici un instant. Si vous avez déjà eu l'impression que vos contributions étaient invisibles, que vos sacrifices passaient inaperçus pendant que quelqu'un d'autre récoltait les lauriers, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Avant de vous montrer ce qui s'est passé ensuite, si cette histoire résonne en vous, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été l'invisible de votre famille? J'attends. Maintenant, retour à ce salon. Les papiers passaient de main en main comme des textes sacrés. Tante Renée se tenait au centre, lisant à haute voix. Alors, mars 2011, 500 €. Avril 2011, 1000 €. Elle a tourné les pages. Janvier 2015, 2000 €. Février 2015, 2000 €. Chaque mois unique, ai-je confirmé, sans faute. L'oncle Bernard avait son téléphone sorti. Application calculatrice ouverte. 2000 x 12, c'est 24 000 par an. Il a tapé des chiffres. Fois 15 ans, ça fait 360 000. Exactement. La pièce fixait les documents comme s'ils étaient témoins d'un miracle ou d'un meurtre. La cousine Béatrice a levé les yeux vers mes parents. Hervé, Diane, est-ce que c'est vrai? La bouche de maman s'est ouverte, fermée. Aucun son n'est sorti. Papa a essayé de récupérer la situation. Ça pourrait être falsifié. N'importe qui peut fabriquer. Ils sont certifiés. La voix de tante Renée a coupé comme la glace. Je peux voir le sceau de l'expert comptable, le tampon du notaire. Ce sont des documents légaux, Hervé. Plus de chuchotements, plus de remue-ménage de papier. Je ne comprends pas. Tante Chantal a pressé sa main sur sa poitrine. Vous nous avez dit que Maxime envoyait de l'argent. Il le fait. La voix de papa était désespérée. Enfin, Maxime aide d'autres manières. Quelles autres manières, a défié l'oncle Bernard. Parce que selon ça, Sandrine paie votre crédit immobilier depuis 15 ans. J'ai regardé mes parents paniquer. J'ai regardé les murs qu'ils avaient construits à partir de mensonges commencer à se fissurer. Maxime contribue, a insisté maman faiblement. Il ne garde juste pas de dossier comme elle le fait. Alors où sont ses relevés bancaires? La question venait de la cousine Béatrice. S'il envoie de l'argent, montrez-nous. Chaque tête s'est tournée vers Maxime. Il est resté figé, visage rouge, yeux fuyants. Je ne. Tu ne quoi? Maxime. Le ton de tante Renée avait changé, plus dur maintenant, plus en colère. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Papa s'est avancé, les mains levées comme s'il calmait une foule. Tout le monde, s'il vous plaît. C'est une affaire de famille privée. Nous ne devrions pas étaler notre. Tu viens de faire un discours. La voix de l'oncle Bernard a retenti à travers la pièce. Tu t'es levé et tu as dit à tout le monde que Maxime était votre sauveur. Tu as traité Sandrine d'ingrate devant 30 personnes. Ce n'est pas privé, Hervé. Maman a essayé une approche différente. Elle a tamponné ses yeux, la voix tremblante. Sandrine, chérie, pourquoi ferais-tu ça? Nous embarrasser comme ça après tout ce qu'on a fait pour toi. Elle était là. La carte de la victime. Je l'avais vue la jouer 1000 fois avec les voisins, avec les médecins, avec quiconque voulait écouter. Pas ce soir. Tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai gardé ma voix égale. Vous avez refusé de payer pour mes études. Vous avez dit à papa d'investir dans Maxime parce que les filles n'ont pas besoin d'éducation. J'ai contracté 60 000 € de prêt pendant que Maxime avait tout gratuit. Ce n'est pas à maman à bafouiller. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, quand j'ai eu un bon travail, quand j'ai commencé à gagner de l'argent réel, je vous l'ai envoyé chaque mois pendant 15 ans. J'ai pointé les documents maintenant éparpillés sur la table basse. Ce n'est pas de l'embarras, maman. C'est la vérité. Mais on t'a élevé. Le calme de papa s'est fissuré. 18 ans. Ça ne compte pour rien. J'ai dépensé 360 000 € sur 15 ans. J'ai croisé son regard. Je dirais que nous sommes quittes. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Tante Renée s'est interposée entre nous. Hervé, Diane. Sa voix était calme mais dévastatrice. Je pense que vous devez une explication à tout le monde.
Pourquoi nous avez-vous dit que Maxime vous soutenait alors que Sandrine était celle qui envoyait de l'argent? Le visage de maman s'est effondré. La mâchoire de papa s'est serrée. Aucun n'a parlé. Le silence disait tout. L'attention s'est déplacée vers mon frère comme un projecteur trouvant sa marque. Maxime se tenait près de la cheminée, verre de champagne toujours à la main. Il n'avait pas bougé depuis que j'avais ouvert la mallette. N'avait pas parlé, n'avait pas défendu nos parents ni corrigé leurs mensonges. L'oncle Bernard s'est approché de lui. Maxime, entendons-le de ta bouche. As-tu envoyé de l'argent à tes parents? La voix de Maxime s'est brisée. J'ai aidé par-ci par-là. Par-ci par-là, ce n'est pas 2000 € par mois. Tante Renée a croisé les bras. As-tu des relevés bancaires? Une preuve. Je ne garde pas de dossier comme ça. Pratique, a marmonné quelqu'un. Je me suis avancé. Pas agressive, juste claire. Maxime, je ne te demande pas de prouver quoi que ce soit, mais tu es resté assis là pendant des années à les laisser te donner le crédit de mon argent. Tu as entendu maman et papa dire à tout le monde que j'étais ingrate. Tu connaissais la vérité. Ses yeux ont finalement rencontré les miens. Sandrine, Tu ne quoi? Tu ne savais pas? Tu t'en fichais? J'ai secoué la tête. À chaque Toussaint, chaque Noël, chaque anniversaire, tu les as laissés me peindre comme la méchante. La pièce regardait. 30 témoins d'années de tromperie. La cousine Béatrice a pris la parole. Est-ce vrai, Maxime? Savais-tu que Sandrine était celle qui les aidait réellement? Son silence s'est étiré comme un élastique sur le point de claquer. Je pensais. Sa voix était à peine un murmure. Je pensais que peut-être elle envoyait aussi de l'argent. Comme en plus de ce que je. Ce que quoi? L'oncle Bernard a insisté. Que as-tu contribué exactement? Maxime a regardé le sol. La réponse était claire. Rien. Il n'avait rien contribué et il le savait depuis le début. Je vois. La déception de tante Renée était palpable. Eh bien, je pense que nous avons tous appris quelque chose ce soir. L'horloge indiquait 22h15. La fête était finie. Le règlement de compte ne faisait que commencer. L'ambiance avait changé. La musique était éteinte. Le champagne restait intact. J'ai plongé la main dans ma mallette une dernière fois. J'ai quelques annonces. Papa avait l'air de vouloir m'arrêter, mais 30 perdieux le maintenaient en place. Premièrement, j'ai fait face à mes parents directement. À partir de janvier, je n'enverrai plus d'argent. Non pas parce que je ne peux pas me le permettre, mais parce que je ne dois rien à personne. Maman a laissé échapper un petit cri. Deuxièmement, ai-je continué, solide comme l'acier. La semaine dernière, j'ai mis à jour les bénéficiaires de mon assurance vie. Maman et papa, vous n'êtes plus listés. S'il m'arrive quelque chose, l'argent va à un fonds d'éducation pour les enfants issus de familles modestes. L'ironie a atterri. J'ai vu tante Renée hocher légèrement la tête. Troisièmement, c'était le plus dur. J'ai révisé mon testament. L'héritage sur lequel vous comptiez, il a disparu. Chaque centime ira à des gens qui ne nieront pas d'où il vient. Les jambes de maman ont semblé lâcher. Elle s'est effondrée sur le canapé. Comment peux-tu? Sa voix était à vif. Après tout. J'ai presque ri. Vous avez dit à toute la famille que j'étais ingrate. Vous avez donné à Maxime le crédit de mon argent. Vous n'avez jamais dit merci une seule fois. Nous sommes tes parents, a crié papa. Et j'étais votre fille, passée composée, délibérée. Vous m'avez élevé pendant 18 ans. Je vous ai soutenu pendant 15 ans. J'ai financé des vacances dont vous avez dit aux gens que Maxime les payait. J'ai couvert des factures médicales dont vous avez dit qu'elles venaient de vos économies. J'ai ramassé ma mallette. Nous sommes quittes maintenant, en fait, selon mes calculs, vous me devez encore environ 100 000 € en dommages émotionnels. Mais je vais laisser passer ça. Personne ne m'a arrêté alors que je marchais vers la porte. Sandrine, attends. Maman a tendu la main. Je ne me suis pas retourné. J'étais presque à la porte quand une main a attrapé mon bras. Tante Renée.
Ses yeux brillaient. Sans un mot, elle m'a tiré dans une étreinte. Je suis tellement désolé, ma chérie. Sa voix s'est brisée. Je ne savais pas. Toutes ces années, je pensais. C'est bon, tante Renée. Ce n'est pas bon. Elle s'est reculée, les mains sur mes épaules. Je les ai crues. Je te regardais au fait et je pensais. Elle n'a pas pu finir. Tu as cru ce qu'ils t'ont dit. Ce n'est pas de ta faute. L'oncle Bernard est apparu à côté d'elle. Sandrine, je te dois des excuses aussi. La façon dont je parlais de toi dans ton dos. Il a secoué la tête. J'ai honte. Un par un, les parents se sont approchés. Cousine Béatrice, cousin Marc, tante Chantal, qui fixaient maintenant mes parents avec de nouveaux yeux. J'ai prêté 20 000 € à Maxime, a dit tante Chantal doucement. Tes parents ont dit que c'était pour un investissement. Une valeur sûre. Mon estomac a chuté. Il n'y avait pas d'investissement, n'est-ce pas? Elle a secoué la tête lentement. La toile de mensonge était plus grande que je ne l'avais imaginé. Papa a fendu la foule. Tout le monde, tout cela a pris des proportions démesurées. Sandrine est clairement sous le coup de l'émotion. Hervé. La voix de l'oncle Bernard l'a arrêté net. Je pense que tu devrais arrêter de parler. Maman était assise sur le canapé pleurant doucement. De vraies larmes maintenant, je soupçonnais. Mais pas des larmes de remords. Des larmes parce qu'elle avait été prise. Je me suis tourné vers la pièce une dernière fois. Je n'ai besoin de personne pour s'excuser. Je n'ai besoin de personne pour prendre parti. J'avais juste besoin que la vérité soit entendue. J'ai soulevé ma mallette. Maintenant vous l'avez entendu. La porte d'entrée semblait plus légère que prévu. L'air froid de décembre a frappé mon visage comme une promesse. La voiture de Daniel attendait au bord du trottoir. Moteur tournant. Je suis monté sans regarder en arrière. Comment ça s'est passé? C'est fait. Au moment où j'ai franchi cette porte, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 15 ans. La liberté. Si vous regardez encore, je veux vous demander quelque chose. Si vous étiez à ma place, auriez-vous fait la même chose ou seriez-vous resté silencieux? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si vous voulez voir comment tout cela s'est déroulé, car les conséquences étaient quelque chose que je n'attendais pas, continuez à regarder. Nous y sommes presque. La première semaine de janvier a apporté un flot de messages, pas de mes parents, de tous les autres. Tante Renée envoyait des textos tous les jours. J'ai appelé ta mère aujourd'hui, j'ai exigé une explication. Elle a juste pleuré et blâmé les circonstances. N'a pas pu donner de réponse franche. L'oncle Bernard a envoyé un long email s'excusant pour chaque regard de travers, chaque commentaire marmonné sur mon absence aux événements familiaux. J'aurais dû te demander directement au lieu de croire au ragot. C'est ma faute. La cousine Béatrice a appelé pendant que je préparais le dîner. Sandrine, je veux juste que tu saches. J'ai raconté à ma mère ce qui s'est passé. Elle est furieuse contre tes parents. Tout le club de lecture est au courant. Le club de lecture. Mon Dieu, l'humiliation de mes parents se propageait comme une traînée de poudre dans le cercle social de ma mère. J'aurais dû me sentir coupable. Ce n'était pas le cas. Le 8 janvier, Maxime a finalement pris contact. Un seul texto. Était-ce vraiment nécessaire? Maman et papa sont dévastés. Je l'ai fixé pendant une minute entière avant de répondre. Tu es resté silencieux et tu as pris le crédit pendant 15 ans. Ne me fais pas la leçon sur ce qui est nécessaire. Pas de réponse. Le silence de mes parents était plus fort que n'importe quel concours de cris aurait pu l'être. 10 jours, pas un seul appel, pas un texto. Une partie de moi s'était attendue à ce qu'ils supplient, s'excusent, essaient de sauver quelque chose. Mais j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas silencieux parce qu'ils avaient des remords. Ils étaient silencieux parce qu'ils se regroupaient, trouvant leur prochain coup, élaborant un nouveau récit. Daniel m'a trouvé regardant par la fenêtre un soir. Des nouvelles d'eux. Rien. Il s'est assis à côté de moi. Comment te sens-tu? J'ai considéré la question soigneusement. Légère, ai-je finalement dit. Comme si je portais un poids que je ne savais même pas que je tenais. Il a serré ma main.
Ça s'appelle la liberté, Sandrine. Peut-être que c'était le 28 janvier, presque un mois depuis le réveillon. Mon téléphone a sonné, un numéro que je ne reconnaissais presque pas. Papa. Je l'ai laissé sonner 3 fois. 4, puis j'ai répondu. Sandrine. Sa voix était différente. Dépouillée de sa fanfaronnade habituelle. Il faut qu'on parle. J'écoute. La situation financière ici est difficile. Ta mère et moi, on a fait des ajustements, mais tu as coupé les 2000 € par mois sur lesquels on comptait. Silence. On a besoin d'aide, Sandrine. Juste pour quelques mois jusqu'à ce qu'on trouve une solution. J'ai regardé le plafond, pris une lente inspiration. Non, Sandrine. J'ai dit, non, papa. J'ai été clair au réveillon. Ce chapitre est clos. Son désespoir transparaissait. Ta mère vend des meubles. Tu savais ça? Elle vend la salle à manger que ta grand-mère nous a laissée. La salle à manger où j'avais mangé enfant. Celle où je n'étais jamais assez bien pour mériter une place. C'est son choix. Comment peux-tu être si froide? Froide? J'ai ri. Pas cruel, juste fatigué. Je vous ai soutenu pendant 15 ans pendant que vous disiez à tout le monde que j'étais une moins que rien. Ce n'est pas être froide, papa. C'est la conséquence naturelle de vos choix. Tu es notre fille. Et vous avez dit à tout le monde que vous auriez souhaité que Maxime soit né en premier à ma place. Tu te souviens? Toussaint 2019. Je vous ai entendu. Silence de mort. Il ne se souvenait pas. Ou plus probablement, il ne pensait pas que je m'en souviendrais. Papa, je ne veux rien de toi. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je n'ai pas besoin d'entendre que tu es désolé. J'ai stabilisé ma voix. J'ai juste besoin que tu comprennes. J'ai fini. Ce n'est pas une punition. Ce sont des limites. La ligne est restée silencieuse un long moment, puis un clic. Il m'avait raccroché au nez. Pour la première fois de ma vie, ça m'allait. Le 5 février, un coup de téléphone qui a changé tout ce que je croyais savoir. La voix de tante Renée était différente. Agitée. Sandrine, je dois te dire quelque chose. Je viens de découvrir et je suis furieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton frère. Elle a craché les mots. Maxime. Sais-tu combien de dettes il a? Je savais pour quelques problèmes de carte bancaire. Quelques? Elle a ri amèrement. Il doit 40 000 € rien qu'en crédit à la consommation, mais ce n'est pas le pire. Mon estomac s'est noué. C'est quoi le pire? Il a emprunté 20 000 € à Chantal il y a 2 ans. Tes parents l'ont convaincu que c'était pour une opportunité d'investissement. Une start-up technologique, ils ont dit. Je me suis enfoncé dans ma chaise. Il n'y avait pas de start-up, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Maxime a utilisé l'argent pour couvrir de vieilles dettes. Et maintenant Chantal le veut en retour et il ne l'a pas. La voix de tante Renée s'est brisée. Il vit au crochet de tes parents, ce qui signifie qu'il vit à tes crochets depuis des années, et ils ont laissé faire. L'image complète a émergé comme une photo se développant dans l'acide. Mon argent n'avait pas juste maintenu mes parents à flot. Il avait financé toute la mascarade de Maxime, les projets d'entreprise, les investissements, tout était fiction. Ils ont construit un château de cartes, ai-je chuchoté, et utilisé mes chèques comme fondation. Exactement, a soupiré tante Renée. Je suis tellement désolé, Sandrine. Nous leur avons tous fait confiance. Nous avons tous cru. Vous avez cru ce que les bonnes personnes croient sur la famille. Je me sentais étrangement calme. Que les parents ne mentent pas sur leurs enfants. Que le sang signifie quelque chose, n'est-ce pas? J'ai réfléchi à cette question. Ça devrait, ai-je finalement dit. Mais parfois, la famille qu'on construit est plus forte que celle dans laquelle on est né. Tante Renée était silencieuse, puis doucement, j'aimerais faire partie de cette famille si tu veux bien de moi. Mes yeux ont piqué. Le 12 février. Un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Objet, de quelqu'un qui comprend. J'ai failli le supprimer. Spam probablement, mais quelque chose m'a fait cliquer. Chère Sandrine, tu ne me connais pas,
mais je connais ton histoire. Je m'appelle Patricia. Je suis la plus jeune sœur de ton père. Nous ne nous sommes pas rencontrés parce que j'ai coupé les ponts avec Hervé il y a 30 ans. J'ai entendu parler du réveillon par René. Elle pensait que je devrais te contacter. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule, et tu n'es pas la première. Mon cœur s'est arrêté. Papa avait une sœur. Il ne l'avait jamais mentionnée. Pas une seule fois. J'ai continué à lire. Quand j'avais 25 ans, j'étais exactement là où tu es. Hervé était grand-parent. Il me voyait de la même façon qu'il te voit. La fille jetable. Celle qui était censée donner sans recevoir. J'ai quitté la province et je n'ai jamais regardé en arrière. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Je connais la culpabilité que tu pourrais ressentir. Les murmures qui te disent que la famille est tout et que le sang est plus épais que l'eau. Mais voici ce que j'ai appris en 30 ans. La citation complète est « Le sang du pacte est plus épais que l'eau du ventre ». Les liens que nous choisissons sont plus forts que ceux qui nous sont assignés. Je vis dans le sud maintenant. J'ai une belle vie, une famille qui m'aime sans condition. Si jamais tu veux parler ou venir visiter, je suis là. Ta tante, Patricia. J'ai lu l'email 3 fois. Une personne entière effacée de l'histoire familiale tout comme ils avaient essayé de m'effacer. Mes doigts tremblaient alors que je tapais une réponse. Patricia, oui, je veux te rencontrer. Je veux tout entendre. Merci de m'avoir contacté, Sandrine. Le schéma, j'ai réalisé, remontait à des générations, mais il s'arrêtait avec moi. 3 mars, 3 mois depuis le réveillon. Un email de maman est apparu dans ma boîte de réception. Mon premier contact direct de l'un ou l'autre parent depuis l'appel de papa. Objet, s'il te plaît, lis ça. Très chère Sandrine, j'ai commencé cet email 100 fois. Je ne connais pas les bons mots. Je sais que tu es en colère. Je sais que je t'ai blessé. Ton père et moi, nous avons fait des erreurs. Nous aurions dû être plus reconnaissants. Nous aurions dû dire la vérité à la famille. Mais chérie, tu dois comprendre, tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour la famille. Maxime avait du mal. Il avait besoin de plus de soutien. Nous n'avons jamais voulu diminuer ce que tu as fait. Tu es notre fille. Le sang c'est le sang. Tu ne peux pas juste nous couper les vivres comme si nous étions des étrangers. S'il te plaît, Sandrine, reviens à la maison. Parlons comme une famille. Nous pouvons arranger ça. Tu me manques, maman. Je l'ai lu 3 fois, puis une fois de plus. Elle était désolée qu'il se soit fait prendre, pas désolée d'avoir menti. Elle voulait arranger les choses, pas reconnaître ce qu'ils avaient fait. Elle invoquait le sang, pas l'amour. J'ai rédigé ma réponse soigneusement, chaque mot délibéré. Maman, j'ai lu ton email. J'apprécie que tu me contactes, mais j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose. De vraies excuses. Pas nous aurions dû être plus reconnaissants. Pas nous avons fait des erreurs. Ce ne sont pas des excuses. Ce sont des minimisations. Tu as dit à la famille que j'étais ingrate pendant 15 ans. Tu as laissé Maxime s'attribuer le mérite de mes sacrifices. Vous avez construit votre retraite sur mon argent tout en me traitant d'égoïste dans mon dos. Notre relation ne peut exister que si elle est construite sur la vérité et le respect. Pas la culpabilité, pas l'obligation, pas le sang c'est le sang. Si tu veux essayer à nouveau, essayer vraiment, tu sais comment me joindre. Mais je n'attendrai plus. J'ai attendu 38 ans. Sandrine. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé marcher. 31 décembre. 1 an depuis la nuit qui a tout changé. J'écris ceci depuis la véranda de notre nouvelle maison. 3 chambres, un jardin, de l'espace pour l'avenir que nous construisons. L'apport, 24 000 € que je n'ai pas envoyé à mes parents cette année. Le reste vient d'années d'économie que nous pensions ne jamais être les nôtres. Le mois dernier, j'ai pris l'avion pour le sud. Patricia est venue me chercher à l'aéroport elle-même. Nous avons parlé pendant 6 heures d'affilée d'Hervé, du schéma familial s'étendant sur des générations, du courage qu'il faut pour se libérer. Ils m'ont dit que je regretterais de partir, a-t-elle dit autour d'un vin ce soir-là. Que je reviendrais en rampant, que je mourrais seule. L'as-tu fait ? Elle a souri à son mari à travers la pièce,
ces enfants adulteriants dans la cuisine. Est-ce que ça en a l'air? Non, ça n'en a pas l'air. Tante Renée appelle tous les dimanches maintenant. Elle est devenue la famille que je n'ai jamais eue en ma mère. J'ai parlé à tes parents la semaine dernière, m'a-t-elle dit lors de notre dernier appel. Ils ont vendu la deuxième voiture. Maxime a réemménagé pour aider avec les dépenses. Elle a fait une pause. Ils ont du mal, Sandrine. J'ai écouté le poids de ces mots. Je sais. Comment te sens-tu par rapport à ça? J'ai réfléchi avant de répondre. Je ne suis pas heureuse qu'ils aient du mal. Je ne leur souhaite pas de mal. J'ai regardé Daniel faire du café dans notre nouvelle cuisine. Mais j'ai aussi passé 15 ans à m'immoler par le feu pour les garder au chaud. Je ne peux plus faire ça. Je comprends. Vraiment? Plus que tu ne le penses, ma chérie. Mes parents n'ont jamais répondu à mon dernier email. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, pas de tentative de me rencontrer là où j'avais demandé à être rencontré. Certaines portes se ferment parce que les gens de l'autre côté ne veulent pas les franchir. J'ai fait la paix avec ça. Ce soir, je suis assise sur le porche de ma nouvelle maison. Le soleil se couche sur des arbres que nous avons plantés nous-mêmes. Daniel sera bientôt rentré du travail. J'ai réfléchi à ce que je dirais à quelqu'un dans ma position, quelqu'un qui a donné et donné, se demandant pourquoi cela ne semble jamais assez. Voici ce que j'ai appris. Être une bonne fille, un bon enfant, ne signifie pas laisser les gens vous exploiter. Cela ne signifie pas financer des mensonges. Cela ne signifie pas accepter d'être effacé juste pour garder la paix. L'amour n'est pas une dette que vous remboursez avec intérêt. Si quelqu'un ne peut vous aimer que lorsque vous lui êtes utile, ce n'est pas de l'amour. C'est de la comptabilité. Et parfois, fixer des limites est la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même, pour votre avenir, pour la famille que vous construirez au lieu de celle qui vous a été assignée. Je ne déteste pas mes parents. La haine prend une énergie que je préfère dépenser ailleurs. Je ressens quelque chose de plus proche du deuil. Le deuil des parents que j'aurais aimé avoir. Les versions d'eux que je continuais d'espérer voir émerger, elles ne l'ont jamais fait. Mais voici ce que j'ai gagné. La liberté, le respect de soi, un mariage construit sur l'honnêteté. Des proches qui sont devenus une vraie famille une fois qu'ils ont appris la vérité. Et Patricia, une tante dont j'ignorais l'existence, qui a prouvé que se libérer ne signifie pas s'effondrer. La porte s'ouvre derrière moi. Et Daniel pose une tasse de thé à côté de moi. À quoi penses-tu? À tout. À rien. Je lui souris. Surtout à quel point cette année semble différente. Bien différente? Je prends sa main. Ouais, bien différente. Il s'assoit à côté de moi. Nous regardons la dernière lumière s'estomper ensemble. Pour la première fois en 38 ans, je n'attends pas une approbation qui ne viendra jamais. Je ne joue pas pour un public qui ne voit que mes défauts. Je suis juste là, présente, libre, et c'est assez. C'est enfin assez. Avec le recul, j'aurais aimé fixer des limites plus tôt. Mais je sais aussi que je devais passer par là pour comprendre quelque chose d'important. Alors, voici ce que je veux vous laisser. Premièrement, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous sacrifiez. Deuxièmement, les gens qui vous aiment vraiment n'effaceront jamais vos contributions. Troisièmement, fixer des limites n'est pas un abandon, c'est du respect de soi. Si vous êtes dans une situation similaire, j'espère que mon histoire vous donnera du courage. Vous n'avez pas à vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud.